Virginie Marquet, bonsoir. Bonsoir. Comme je le disais en introduction, vous êtes avocate et vous êtes fondatrice du collectif Informer n'est pas un délit. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de la loi secret des affaires. Vous avez été au cœur des négociations et donc je vais commencer avec cette question-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur voilà, les rouages de cette négociation? Je sais que vous êtes entretenu avec Raphaël Gauvain, le co-rapporteur de la loi. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir un peu sur le texte quand même, du secret des affaires, qu'est-ce que c'est ce texte? Il va permettre en fait d'empêcher la divulgation d'informations d'intérêt public. Et ce texte nous inquiète parce qu'il n'est pas cadré. La définition du secret des affaires est très large. Et donc, elle va permettre de mettre sous le terme de secret des affaires tout type d'informations. Et c'est l'entreprise qui va décider quelles informations seront ou non secret des affaires. Donc, le risque qui est clair, c'est la dérive, l'instrumentalisation de ce texte à des fins qui n'étaient pas celles prévues à la base. On nous a dit que ce texte était important pour prévenir du vol d'informations dans le cadre d'espionnage industriel, donc de vol d'informations entre concurrents, mais ce n'est pas précisé dans le texte. Donc il est probable que demain, n'importe quelle entreprise qui veut empêcher un journaliste, un lanceur d'alerte ou un chercheur, voilà, par exemple, d'accéder à des informations, déjà d'accéder à l'information avant de la diffuser, parce que c'est dès l'obtention de l'information qu'on peut être poursuivi. On peut penser donc que les entreprises utilisent ce texte à des fins détournées. Et donc on a rencontré le rapporteur, Raphaël Gauvain. Il a pris le temps quand même de rencontrer les associations qui étaient, ou les collectifs qui étaient opposés à cette loi? Alors il a pris le temps, cette loi elle est issue d'une directive, donc cette directive de obliger la France à transposer dans les 2 ans, l'échéance c'était fin 2018, donc nous on a demandé, parce que c'était une proposition de loi, donc pas un projet de loi, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'étude d'impact en amont, donc et en plus ils ont fait le choix de la procédure accélérée, ce qui veut dire que les échanges étaient très, on a été pris par le temps, donc on a sollicité, on a mobilisé, vous avez vu 550 000 citoyens ont signé. Voilà, c'est énorme pour un texte qui est très technique et pas facile c'est pas facile d'en voir les enjeux immédiatement. Donc c'est vrai que ça a mobilisé, mais on avait sur 1 mois et demi, sur 2 mois, donc c'est très court pour faire comprendre les enjeux de ce texte qu'on estime quand même assez grave. Et donc on a sollicité un certain nombre d'entretiens, dont celui du rapporteur de la loi, Raphaël Gauvain, qui nous a rencontrés. Alors on l'a rencontré informellement dans le cadre de débats divers dans les radios et plateaux de télé, et on l'a rencontré officiellement à 2 reprises. À 3 reprises d'ailleurs. Est-ce qu'il se comportait un petit peu, est-ce qu'il y avait 2 visages ou alors c'était le même visage publiquement et dans des entretiens plus privés? Il était dans un rapport très consensuel avec nous. Il nous a entendus, enfin il nous a écoutés, voilà. Entendu, écouté, enfin non, il nous a entendus, il nous a pas écoutés parce qu'il nous a pas suivis en réalité. Donc il nous a entendus, après vu la mobilisation, je pense qu'il n'avait pas trop le choix. Dans les échanges, il laissait penser qu'il y aurait peut-être une ouverture sans prendre jamais de position. Il nous a toujours dit qu'il n'était pas là pour négocier avec nous et que l'idée c'était d'entendre nos arguments et ça s'est arrêté là, puisque finalement on se rend compte que sur le texte final, aucun des amendements n'a été retenu, que nos propositions qui étaient assez constructives, et la première c'était juste de préciser le champ d'application de cette loi, puisque s'il n'y a pas un cadre défini, on sait que c'est un danger. Une loi sans cadre défini peut être instrumentalisée. On lui disait, bon, vous nous dites que cette loi est pour défendre le vol d'informations entre acteurs concurrents. Écrivez-le. C'est très simple, c'est l'objectif de la directive, ce n'est pas contraire à la transposition. Ils n'ont jamais voulu le faire en nous invoquant le fait que c'était déjà suffisamment protecteur parce qu'il y a une exception qui permet de protéger les journalistes, les lanceurs d'alerte. Alors aux médias, on a aussi interviewé Raphaël Gauvain et on a quelque chose en commun, on en a discuté avant, c'est que lui, il nous disait qu'il avait des lignes rouges au-delà desquelles il n'irait pas, dont les procédures Bayon. Est-ce que vous pensez que c'était un petit peu de la communication? Parce que les procédures Bayon, pour rappeler vraiment aux sociaux ce que c'est, en gros, est prévu par cette loi des amendes pour des procès en fait qui n'auraient pas lieu d'être. Un grand industriel contre une rédaction, par exemple, s'il demande des sommes folles, il pourrait y avoir une amende qui lui serait infligée si le procès n'a pas lieu d'être. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça, voilà. C'est-à-dire que, vu que c'est pas l'objectif de la loi, si des entreprises l'utilisent à des fins abusives, donc à détourner, il a mis en place cette procédure Bayon, cette procédure qui est une procédure de sanction si il y a eu un abus de la personne qui poursuit, et donc qui pourrait
permettre de prononcer des amendes. Alors, ils veulent enfin, là où on n'est pas d'accord, c'est qu'ils estiment que cette procédure bâillon serait dissuasive, mais le problème, c'est qu'on est dans un déséquilibre financier, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des médias, des lanceurs d'alerte qui ont une économie précaire, et de l'autre côté, des grosses entreprises, des multinationales voilà, dont la surface financière est très, très déséquilibrée. Et du coup, ces procédures bâillon, pour qu'elles soient dissuasives, il faudrait que le montant des sanctions soit dissuasif. Et on considère que le montant retenu, qui est soit 60 000 €, soit 20% de la demande, n'est pas dissuasif. Et on pense que, voilà, que ça n'aura pas un effet escompté. Pour bien expliquer ce sujet, en fait, même si le lanceur d'alerte, par exemple, est dans son bon droit, et c'est le cas d'Antoine Deltour, par exemple, c'est des années de pression psychologique, de pression voilà, sur la famille, c'est des choses qui grèvent un petit peu la vie quotidienne. Et même si on est gagnant à la fin, en tant que journaliste, en tant que lanceur d'alerte, que syndicat, c'est quelque chose qui est assez destructeur pour ces gens-là. C'est ce qu'on explique. En fait, il faut mesurer, c'est-à-dire il y a les textes et puis il y a la pratique. Il faut mesurer que quand un lanceur d'alerte veut sortir une information, un journaliste veut sortir une information, on évalue les risques. Et l'évaluation des risques, elle se fait avec un contexte. Donc là, on offre cette nouvelle arme juridique, en fait. On crée un nouveau fondement juridique pour permettre des nouvelles poursuites, aujourd'hui qui n'existaient pas. Donc on va créer des nouvelles procédures judiciaires. Et donc, on nous dit, oui, mais à la fin du processus, à l'issue judiciaire, vous gagnerez probablement parce que vous êtes protégé. Mais en fait, ce qui est dissuasif et ce qui empêche l'accès à l'information et la diffusion de l'information, c'est le fait même de savoir qu'il y aura peut-être une procédure. Donc, c'est là tout l'enjeu de ce texte qui est vraiment le risque de l'autocensure. C'est-à-dire que les rédactions vont se dire, bon, finalement, on ne va pas traiter ce sujet. Parce qu'on n'est pas sûr de gagner, et même si on est sûr de gagner. Voilà, parce qu'on ne veut pas prendre le risque. Il y aura des tas de rédactions qui, aujourd'hui, on se pose continuellement, ça vous le faites sûrement, l'évaluation du risque. Donc, il y en a qui n'iront pas, et ceux qui iront, ils seront déjà réduits, et ils auront la possibilité, effectivement, le risque pendant des années de procédure, de dépenser des frais d'avocat. Antoine Deltour, vous le disiez, il a dépensé effectivement 83 000 € de frais d'avocat. Il a gagné à la fin, mais enfin, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné une belle étiquette, mais il a quand même perdu quelques années de sa vie, de son travail, c'est cette somme d'argent. Donc voilà, il y a un déséquilibre très fort. Théo, tu avais une question? Oui, en vous écoutant, je me demandais si on ne pouvait pas imaginer une sorte de service public de l'aide judiciaire pour les rédactions, les lanceurs d'alerte, les syndicats, les chercheurs, toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vont être encore plus opprimées. Il n'y a pas un moyen de revendiquer et d'obtenir que l'État prenne en charge en amont les frais de ces professions ou bien de ces statuts protégés? C'est compliqué. Après, déjà, il y a eu la loi Sapin 2 qui a permis la création du statut de lanceur d'alerte. Donc déjà, la première difficulté, c'est qu'on reconnaisse le statut. Donc avant de prendre en charge, parce que pour prendre en charge, il faut qu'il y ait un cadre, il faudrait déjà que la personne soit reconnue dans le statut de lanceur d'alerte, ce qui est déjà le premier combat et qui est déjà pas évident. La loi de Sapin 2 va dans le bon sens, mais elle n'est pas suffisante. Et effectivement, le problème financier, comment réussir à financer ces personnes qui prennent le risque pour l'intérêt public, pour l'intérêt public de tous les citoyens, parce que des citoyens éclairés, c'est ça qui fait qu'on est dans une démocratie. Le Mediator, par exemple, voilà. Plein d'exemples. Il y en a plein. Il y a eu le Mediator, alors tous les scandales d'évasion fiscale de ces dernières années, effectivement, avec ce texte, ça va être très compliqué, parce que qui va prendre le risque de sortir toutes ces pratiques qui ne sont pas des pratiques illégales, en plus, encore une fois. C'est des pratiques qui sont contraires à la morale, contraires à l'intérêt public, mais elles ne sont pas illégales. Donc, ces gens-là prennent des risques et au final, ils se retrouveront... voilà. On le sait. Ils seront perdants, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. On le sait, Emmanuel Macron a fait passer cette loi en procédure accélérée. De toute façon, c'était annoncé dans son programme, un noir sur blanc, qu'il allait beaucoup utiliser cette procédure-là. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, de la part du gouvernement? C'est quand même une loi qui est quand même très importante, c'est quelque chose d'assez marqueur. Ça veut dire quoi en 2018? En 2018, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on n'associe pas le citoyen, on ne permet pas en fait de prendre connaissance des textes aussi importants. C'est pas tous les jours quand même qu'on a un texte qui vient faire de l'ombre à la liberté d'information, aux libertés fondamentales de la démocratie, heureusement. Donc c'est un texte qui était très technique et qui aurait nécessité un véritable échange en amont. On peut, si on utilise les mots, c'est un déni de démocratie, soyons clairs.
cette procédure accélérée n'était pas adaptée vu les enjeux de ce texte. Alors, à vous entendre, et malgré les 550 000 signatures, on a l'impression que c'est un texte qui mobilise peu l'opinion publique. Comment vous l'expliquez et comment vous essayez au quotidien de faire avancer le débat? Ce qui est compliqué, ça mobilise peu déjà parce que c'est un texte très technique. Donc forcément, c'est pas un texte qu'on peut expliquer en 3 phrases. On peut pas ce qu'est le secret des affaires et pourquoi, parce qu'encore une fois, le texte a prévu un certain nombre de garanties qui sont insuffisantes quand on a une connaissance de la pratique. Et donc c'est pas évident du premier coup, en 2 secondes, de l'expliquer. Donc les citoyens se sont dit bon il faut protéger les entreprises et d'ailleurs on n'est pas du tout contre ça. Il faut protéger le savoir-faire des entreprises bien évidemment. Mais et en plus des garanties sont prévues, donc ils se sont dit bon pas d'inquiétude, tout le monde est content, les journalistes, les lanceurs d'alerte, les chercheurs sont protégés par le texte, donc tout le monde est content. Et en fait c'est dans les failles, c'est dans le diable et dans les détails, et les petites failles du texte, on les voit qui créent en fait un gros aléa, qui vont soumettre en fait l'information l'information des citoyens sera décidée par des tribunaux. Donc c'est les tribunaux avec l'aléa judiciaire qu'on connaît, surtout que ce texte qui introduit un nouveau préjudice commercial, ce qui peut atteindre des millions d'euros, ça peut être énorme. Ce texte, on pourra se retrouver devant des tribunaux de commerce. Donc c'est pas des tribunaux, c'est pas la Chambre de la presse qui a l'habitude de traiter de ce qu'est l'intérêt général. Donc c'est pour ça que ça a été très difficile de mobiliser. Et alors quelle est la prochaine étape parlementaire, si on a une? Est-ce que tout est perdu ou pas? En bref, pour caricaturer. En bref, non, on va interpeller le président parce que je crois que le gouvernement peut encore, s'il le veut, introduire, je crois qu'il peut encore introduire des amendements où le président peut faire quelque chose sur le texte. Globalement, on va dire que 80% de la bataille est un peu perdue tout de même, puisque maintenant il y a une commission qui s'est réunie, la commission mixte paritaire, et tout le monde est d'accord, le Sénat et l'Assemblée nationale sont d'accord, et sinon il restera les voies de recours que nous entendons d'ailleurs mettre en œuvre, c'est-à-dire un recours devant le constitutionnel pour montrer que ce texte est contraire à la Constitution. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. On suit l'affaire aux médias, on vous rappellera. Continuer à se mobiliser. En temps utile. Super, merci beaucoup Virginie Marquet d'être venue sur le plateau du Média.